Et nous allons utiliser ces lois de la réfraction pour tracer le chemin ou bien le trajet d'un faisceau monochromatique parallèle lorsqu'elle traverse un prisme. Alors ici, nous avons un prisme représenté par ce triangle. Le prisme, il est caractérisé par son angle au sommet A. Ensuite, il est caractérisé parce qu'en général, en classe, on utilise un prisme en verre. Ça veut dire qu'il est d'indice à peu près égal à 1,5. Et ce prisme, il est plongé dans l'air ambiant, ça veut dire. Alors l'air, il est d'indice à peu près proche de 1. Alors on envoie ce faisceau incident monochromatique parallèle sur cette face du prisme au point I. Alors I, c'est le point d'incidence. Alors pour continuer le chemin, d'abord, on doit tracer la normale au point I. Voici la normale au point I, au dioptre qui sépare l'air et le verre. Alors ici, vous avez le rayon incident, un rayon incident, et voici la normale. Donc voici l'angle d'incidence. Alors ici, lorsque le rayon lumineux arrive au point I, il va changer de milieu transparent, donc il va se réfracter. Ça veut dire qu'il va changer de direction, mais il va passer d'un milieu moins réfringent, d'indice 1, dans un milieu plus réfringent, ça veut dire d'indice plus grand. Donc il va, selon ce qu'on a vu avant, il va s'approcher de la normale. Alors voici la normale, voici la direction initiale. Alors il va s'approcher, il s'approche de la normale, donc il va avoir une direction proche de celle-ci. Voici l'angle de réfraction entre le rayon réfracté et la normale. Ensuite, ce rayon continue son chemin d'une manière rectiligne parce que c'est le même milieu dans le verre, et au point I', il va ensuite avoir une deuxième réfraction parce qu'il va passer du verre dans l'air. Mais cette fois-ci, il va passer d'un milieu plus réfringent dans un milieu moins réfringent, inversement à ce qui se passe en I. Alors d'abord, voici la normale. Voici la normale au dioptre, dans le cas de la deuxième réfraction. Voici l'angle d'incidence. On va l'appeler R'. Et ce rayon, il va se réfracter, mais cette fois-ci, il va passer de 1,5 dans un milieu d'indice 1, donc il va s'éloigner de la normale. Alors voici la direction initiale, voici la normale. Alors il s'éloigne de la normale, donc il va avoir une direction proche de celle-ci. Donc voici le trajet d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse un prisme. Et ici, il subit une réfraction, et voici l'angle de réfraction entre la normale et le rayon réfracté, et c'est le rayon émergent. On l'appelle émergent, celui qui émerge, ça veut dire qu'il sort du prisme. Celui-là, il s'appelle le rayon incident. Alors cet angle, on va l'appeler I'. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les relations du prisme. On doit les connaître pour les utiliser après. Vous avez ici deux réfractions successives. La deuxième loi de réfraction pour la première, alors je peux l'écrire, ça veut dire N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Alors ici, N1 c'est 1, N2 c'est N, I1 c'est I, et I2 c'est R, l'angle d'incidence, l'angle de réfraction. Donc j'aurai une relation qui aurait cette forme, sinus de I égale N sinus de R. Ensuite, la deuxième loi de la réfraction pour la deuxième réfraction. N sinus R', N sinus R', N1 sinus R1 égale 1, alors ici c'est l'air, 1 sinus I'. Ça veut dire sinus de I'. Alors ce sont deux lois, les lois de la deuxième loi de la réfraction. Alors, troisième loi. Alors, troisième loi et la quatrième loi,
La troisième relation et la quatrième relation, ce sont des relations purement géométriques. Alors, vous avez ici, je vais relier R, R' et A. Alors, comment? Il suffit de considérer ce triangle, par exemple. Alors, la somme des angles d'un triangle, elle est égale à pi en radian. Alors, cet angle, c'est pi sur 2, parce que vous avez ici pi sur 2, moins R. Alors, j'écris ici pi sur 2 moins R, plus cet angle, c'est pi sur 2 moins R'. Pi sur 2 moins R' plus A est égal, alors cet angle plus A est égal à pi. Donc j'obtiens, alors pi sur 2 plus pi sur 2 c'est pi, je simplifie par pi, il reste A moins R' égale 0. Donc j'obtiens A égale R plus RP. Alors voici la troisième relation. Il y a une quatrième relation, elle donne l'expression de D. Qu'est-ce que c'est que D? Alors D, c'est la déviation du faisceau. Ça veut dire l'angle que fait entre sa direction initiale avant d'entrer dans le prisme et sa direction finale après sa sortie ou bien son émergence du prisme. Alors voici la direction initiale du faisceau incident. En absence du prisme, il va continuer selon cette direction. En présence du prisme, elle a pris cette direction. Alors voici l'angle, c'est ce qu'on appelle l'angle de déviation du prisme. Alors D, on va essayer d'exprimer D. Alors c'est une déviation et elle s'est faite en deux temps. Ça veut dire, alors ici vous avez une première déviation, ensuite une deuxième déviation. On va faire la somme. Alors voici la première déviation, celle-ci, et voici la deuxième. Voici la direction initiale, voici la deuxième déviation. Alors la première déviation, elle est égale à. Alors vous avez d'abord cet angle. Tout cet angle, c'est I. I, et je dois retrancher R pour avoir seulement cette déviation, moins R. Et je vais lui ajouter la deuxième déviation, c'est I'. I', et de I', je dois enlever cet angle. Cet angle. Et cet angle, le voici, c'est R', il est opposé à R'. Donc, je dois retrancher R'. Donc, D égale à I plus I' moins. Alors, moins R', ça veut dire moins A. Alors, moins A, et c'est l'expression de la déviation D du prisme. Donc, quatrième relation, troisième relation, et les deux relations provenant de la deuxième loi de la réfraction de la lumière. Alors maintenant, on va pouvoir interpréter ce phénomène de dispersion qui est la séparation de couleurs différentes d'une lumière d'une lumière polychromatique lorsqu'elle traverse un prisme. Alors ici, j'ai représenté ce prisme sur lequel, sur cette face, on envoie une lumière polychromatique. Ici, j'ai pris un exemple d'une lumière composée de 3 couleurs, bien de 3 fréquences différentes, avec un angle d'incidence I. Alors l'angle d'incidence, il est le même pour toutes les couleurs contenues dans cette lumière polychromatique. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ce I donné, ça veut dire pour le même I, ils ont le même I, D, il dépend, alors selon les relations précédentes du prisme, D, il dépend de I'. Et, parce que ici, I, cet angle, il est le même pour toutes les fréquences, A, c'est une caractéristique du prisme, elle est là, toujours la même. Alors, I',
elle dépend, alors cette valeur de I', elle dépend de l'indice n de réfraction du prisme. Comment? Parce que selon toujours les relations précédentes, sinus I' est égal à n sinus R', donc sinus R', et R', il dépend de R, et R, il dépend de N, selon les équations précédentes. Sinus R est égal à sinus I sur N. Alors, R dépend de N, R' dépend de R, donc R' dépend de N. Donc, sinus de I', il dépend, selon cette expression, il dépend de l'indice de réfraction du prisme. Donc, et puisque D dépend de I' et I' dépend de N, par transitivité, il y a dépendance entre D, entre cette déviation et l'indice de réfraction. D'autre part, D, alors observez ici que D, il dépend de la couleur, il dépend de la fréquence de l'onde monochromatique. Alors, puisqu'il y a dépendance entre D et F, et entre D et N, donc il y aurait une dépendance entre N et F. Ça veut dire que N va dépendre de la fréquence, ou bien N dépend de la couleur. Alors c'est pour cela que ici j'ai représenté trois indices différents, parce que pour le même prisme, il n'a pas la même valeur d'indice de réfraction. Il présente pour chaque lumière monochromatique un indice de réfraction différent. Sur cet exemple, ce prisme, il a un indice de couleur, pour la couleur rouge, à part, un autre indice qu'il présente pour la couleur verte, un autre indice qu'il présente pour la couleur violette. Pour chaque couleur, ou bien pour chaque fréquence, il présente un indice différent. Et N, c'est C sur V. Donc, avant, j'ai écrit ici N dépend de la fréquence, donc N dépend de la couleur. Alors, N, elle dépend de V, ou bien, pardon, N égale C sur V, donc V égale C sur N. Donc, la célérité de la lumière, puisqu'il dépend de N et N, elle dépend de F, donc cette célérité, elle va dépendre de F. Alors, la célérité de la lumière dépend de la fréquence. Ça veut dire que chaque fréquence ici a sa vitesse à part. La vitesse de la lumière rouge, elle est différente de la vitesse de la lumière polychromatique verte, différente de la lumière polychromatique d'autres couleurs. Et c'est à partir de cette dépendance que l'on a défini la notion de dispersion avant. Nous avons dit que un système il est dispersif si la célérité de la propagation de l'onde dans ce système, dans ce milieu, elle dépend de la fréquence de la source émettant cette onde. C'est pour cela que j'écris ici le vert du prisme, c'est un milieu dispersif parce que, pour les ondes lumineuses, parce que la célérité de ces ondes lumineuses, elle dépend de la fréquence de chaque onde. Et on revient sur ce phénomène de diffraction de la lumière. Observez lorsqu'on place une fonte de largeur A ou bien un fil rectiligne de diamètre A. On place cette fonte devant ou bien sur le trajet d'un faisceau lumineux monochromatique parallèle. Alors on observe sur un écran placé à une distance d de la fonte, on observe la formation de ce qu'on appelle une figure de diffraction. Alors la figure de diffraction, elle est formée d'une tache lumineuse centrale entourée par des taches latérales placées d'une façon symétrique par rapport à la tache centrale. Et chaque deux taches consécutives lumineuses sont séparées d'une tache sombre. Ça veut dire qu'elle n'est pas atteinte par aucun rayon lumineux. Alors ici, vous avez plusieurs taches sombres. Alors dans ce phénomène de diffraction,
on observe que la lumière ne respecte pas le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Alors, si ce principe était respecté, la lumière se dirigerait vers cette zone. Ça veut dire qu'on va observer seulement une tache lumineuse ici. Or, ce qui se passe, ce principe n'est pas respecté. Donc, il y a changement de direction des rayons, soit vers le haut, soit vers le bas, et on observe la formation des taches dans des zones qui n'auraient pas dû être éclairées si le principe de la propagation rectiligne était respecté. Autre observation, c'est que cette figure de diffraction, elle est toujours perpendiculaire à la direction de la fente ou bien à la direction du fil qui cause cette diffraction. Alors ici, la direction de la fente, elle est horizontale et la figure de diffraction, elle est verticale. Alors soit la largeur de la tache centrale. Alors qu'est-ce que c'est qu'elle? C'est la distance séparant les deux centres des deux zones sombres qui entourent la tache centrale. Θ, c'est l'écart angulaire. Alors, θ, c'est un angle qui sépare la direction initiale de la lumière s'il n'était pas dévié et cette direction relie le centre de la fente et le centre de la première zone sombre. Alors, voici l'angle θ. Il s'appelle l'écart angulaire. Alors, θA est lambda 0, la longueur d'onde de la lumière monochromatique utilisée ici. Ces trois grandeurs sont liées par cette relation θ égale lambda 0 sur A. Alors observons que plus la fente est fine, ça veut dire plus A, plus cette largeur A est petite, plus θ est grande, ça veut dire plus θ est grande, plus A est petite, plus θ est grande. Ça veut dire que la tache centrale, elle est plus large. Ensuite, tangente. Alors ici, on va établir une relation géométrique entre θ et L. Vous avez tangente θ, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Côté opposé, c'est L sur 2, divisé par le côté adjacent, c'est D. Donc tangente θ égale L sur D. Et pour les valeurs de θ faibles, on utilise l'approximation tangente θ est proche de θ, où θ est en radian. Et sinus θ est proche de θ, toujours θ en radian. Donc, alors cette approximation d'abord, elle est valable pour des valeurs de θ en degrés inférieurs à peu près à 26 degrés. Alors donc, et autre remarque, c'est que dans ces phénomènes de diffraction, on a toujours une distance d qui est très grande. Ça veut dire des tâches de largeur très faibles devant d, ça veut dire des valeurs de θ très petites. Alors, donc si on peut assimiler θ à tangente θ, donc on obtient, cette relation devient θ égale L sur D, et puisque θ, elle a maintenant ces deux expressions, θ égale lambda 0 sur A et θ égale L sur D, donc j'obtiens cette relation reliant lambda 0, A, L et D. Alors en général, cette relation peut être utilisée pour déterminer soit A, connaissant la longueur d'onde dans le vide de la radiation utilisée. Alors A, ça veut dire si on suppose qu'on a une largeur très faible qu'on doit utiliser, une fente de largeur très faible, on peut la calculer connaissant lambda 0, ou bien un diamètre A d'un fil très fin. Ou bien autrement, si on connaît la largeur A, alors ceci permet de déterminer la valeur de la longueur d'onde de la lumière monochromatique. Ensuite, il y a aussi la diffraction, il y a le cas de la diffraction de la lumière blanche. Alors si on envoie sur la fente une lumière non pas monochromatique, mais une lumière blanche, d'abord la lumière blanche, elle est formée de toutes les couleurs visibles.
dont la longueur d'onde elle est située entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. Celle-ci dans le rouge, celle-ci dans le violet, et ce sont les deux longueurs d'onde dans le vide extrême. Θ, l'écart angulaire, il est égal à lambda sur A. Ça veut dire pour la même valeur de A, θ, elle varie en fonction de lambda 0. Ça veut dire que θ, ça veut dire l'écartement ou bien la largeur de la tâche centrale, elle est plus forte elle est la plus forte pour la lumière rouge, elle est la plus faible pour la lumière violette et les autres couleurs, le vert, l'orange, le jaune, etc. Ils sont placés entre les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va avoir des figures de diffraction pour chacune de ces longueurs d'onde. Ça veut dire, à la fin, on va voir sur l'écran, on va observer la superposition de ces figures de diffraction de chacune des longueurs d'onde monochromatiques. Ce qui va former une sorte d'irisation, ça veut dire de coloration, comme ce qu'on observe sur un arc-en-ciel. Et ici, la tâche centrale, ça veut dire le voisinage de ce centre, elle doit être, bien ce qu'on observe au centre, une tache blanche. Pourquoi? Tout simplement parce que cette partie, ou bien cette tache centrale, elle est lumineuse pour quelle que soit la longueur d'onde, ça veut dire pour quelle que soit la couleur. Ce qui veut dire qu'on va observer ici la superposition de toutes les couleurs visibles. Et si toutes les couleurs visibles se superposent, ça veut dire qu'on observe ici, en cette zone, une tache blanche.